Janvier 1995, Manchester United voyage à Crystal Palace. United est alors deuxième du championnat derrière Blackburn, mais reste l'équipe à battre. Le club a remporté les deux derniers titres et, derrière cette domination, un joueur incarne le renouveau de Manchester, Eric Cantona. Un attaquant français, col relevé, charisme unique, génie créatif mais aussi imprévisible, bagarreur. Pour les uns, un artiste, pour les autres, un fauteur de troubles. Ce soir-là, sa carrière bascule et le football mondial retient son souffle. Le match est rude, Crystal Palace, fidèle à sa réputation, casse le jeu flamboyant de United. Cantona est pris pour cible. Tacle après tacle du défenseur Richard Shaw, parfois licite, souvent rugueux. Mais l'arbitre le laisse jouer, pas de carton. À la 48e minute, sur un décachement de Peter Schmeichel, Cantona réagit. Il fauche Richard Shaw d'un tacle de frustration. Carton rouge. Les joueurs protestent, entourent l'arbitre, mais Cantona, lui, reste en retrait, calme, presque résigné. Il replie son col comme un signe de défi muet et quitte la pelouse sous les huées. En passant devant la tribune des supporters de Palace, un homme l'invective. Matthew Simon, un supporter connu pour son hostilité. Cantona s'arrête, hésite, puis explose. Il s'élance, saute dans les airs et assène un violent coup de pied au torse de Simon. Projeté en arrière, Cantona tombe, se relève et l'enchaîne de coups de poing. L'image fait immédiatement le tour du monde. Un joueur professionnel, star de Manchester United qui frappe un supporter en plein match. C'est l'affaire Cantona qui débute. Le lendemain, c'est la stupeur. La presse britannique se déchaîne. Certains éditoriaux réclament sa suspension à vie. Cantona devient l'homme à abattre. Manchester United tente d'éteindre l'incendie. Le club prononce une suspension interne de 4 mois. Mais la fédération va plus loin. 8 mois de suspension, auxquels la FIFA ajoute une interdiction internationale. L'affaire prend aussi une tournure judiciaire. En première instance, Cantona est condamné à 2 semaines de prison ferme. En appel, la peine est transformée à 120 heures de travaux d'intérêt général qu'il accomplira en entraînant des jeunes joueurs de foot. Avant le procès, sa mère inquiète appelle Giroud, son ancien entraîneur, en lui demandant s'il pouvait faire quelque chose. Elle n'a pas peur de la peine de prison qui pourrait être prononcée contre son fils, elle a surtout peur qu'il ait une réaction violente envers le juge chargé du dossier. Son premier entraîneur ira à son tour jusqu'à appeler le président de la République, François Mitterrand, lui demandant de faire quelque chose en adressant un message de toute urgence à la reine d'Angleterre. Cette suspension met un terme à sa saison, elle l'éloigne aussi de l'équipe de France. Aimé Jacquet, qui avait fait de lui son capitaine, ne le rappellera plus jamais en sélection. Pourtant à Manchester, les supporters lui pardonnent. Ils voient en lui un héros différent, imprévisible, mais toujours compétitif, comme le dira un journaliste belge. Dans le football, tant que vous gagnez, on vous pardonne tout. Et Cantona, malgré la tempête, revient. Il rejoue, il gagne, il devient une légende de United. Pour ses fans, ce coup de pied symbolise toute l'essence de Cantona. Rébellion, poésie, folie. J'aurais dû le frapper plus fort, dira-t-il, plus tard, mi-provocateur, mi-sérieux. Cette affaire a terni son image dans l'instant, mais elle a aussi contribué à sa légende. Le joueur, acteur et poète à ses heures perdues est entré dans une autre dimension, celle des icônes immortelles. Tous ces coups de pied, sur le terrain comme dans les tribunes, font désormais partie de l'histoire du football. L'affaire Cantona restera comme l'un des épisodes les plus incroyables des années 90. Un instant de folie, une image qui a choqué le monde, mais aussi forgé un mythe. Et quelques années plus tard, un autre Français marquera l'histoire par un geste d'humeur, un coup de tête cette fois, en finale de Coupe du Monde. Mais ça, c'est une autre histoire.